Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent agir pour changer le monde. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Aïssatou Sidibé. Bonjour Carole. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Alors je rappelle que Aïssatou Sidibé est présidente et fondatrice de l'association Vivre sans fibrome. C'est ça. .ca. Et qui, donc, en tout cas, c'est une association dont l'objectif est vraiment d'informer, de sensibiliser, d'accompagner, d'aider à la prise de conscience du fibrome utérin, notamment auprès des femmes noires, plus particulièrement. Mais vous nous en parlerez un peu plus. Oui. Mais je veux aussi rappeler que la création de cette association est venue d'une expérience personnelle, alors que vous êtes déjà du corps médical, puisque vous êtes infirmière de formation, c'est ça? C'est ça, oui. Juste une précision, le fibrome utérin touche aussi bien la femme noire que la femme blanche. Bien sûr. Malheureusement, l'apparition des fibromes va arriver chez la femme noire beaucoup plus tôt que chez la femme caucasienne, par exemple, d'où la sensibilisation à faire à ce niveau-là. Voilà. Très bien. Donc, travailler sur ça, on sait très bien à quel point l'information est capitale, déjà en temps normal, mais encore plus au niveau de la santé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir développé une forme de pouvoir, puisque nous sommes dans la question du pouvoir? Je vous dirais que oui, parce qu'à partir du moment où on ose faire des changements, aussi bien au niveau social que médical, on exerce une forme de volonté, de détermination, une motivation à changer les choses qui ne nous conviennent pas en fait, tout simplement. Donc je te dirais que oui, on peut se tutoyer. Bien sûr. C'est parfait. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est alors pour Aïssatou le mot pouvoir? Je te dirais que si on partait de la terminologie pourvoir, ça nous permettrait de comprendre ce mot-là, pour voir les choses différemment. Et moi, j'ai toujours grandi en regardant plein de dessins animés plus jeunes et on parlait souvent du pouvoir des super-héros. Oui. Justement. Et on a toujours cette impression que le pouvoir, il faut être extraordinaire, avoir des capacités surnaturelles, mais parfois le pouvoir peut être propre à chacun et il suffit justement de bien l'utiliser pour avoir des résultats et des objectifs. Donc, ça serait ma définition du mot pouvoir. Je l'associerais avec, non pas Black Panthers, mais à notre propre pouvoir individuel. Et est-ce qu'il se traduit de la même façon pour toi dans ta vie personnelle que professionnelle? Je te dirais que non, pas spécialement. Parce que moi, j'ai grandi dans les années 80, moi je suis née et j'ai grandi en France, où le pouvoir institutionnel a eu beaucoup d'influences négatives sur moi. J'ai eu beaucoup de barrières pour sortir en fait un peu du cadre qu'on m'a amené et ça m'a pris beaucoup de motivation pour franchir en fait ces barrières-là et pour m'affirmer. Et même au sein même de ma famille, moi je suis issue d'une famille très traditionnelle et très culturelle où la place de la femme, on ne fait pas spécialement ce qu'on le veut. Donc j'ai dû vraiment à plusieurs niveaux exercer une forme de pouvoir aussi bien au niveau familial, aussi bien au niveau institutionnel pour m'affirmer en tant que personne tout simplement. Est-ce que quand on est issu justement d'une famille beaucoup plus conservatrice, où là c'est difficile de trouver sa place de femme et de s'affirmer par rapport à sa personnalité, comment est-ce que ça se traduit entre, je sais pas moi, entre vos frères et vous par exemple? Alors je suis issue d'une famille avec 5 filles. Henri et un garçon. Malheureusement pour lui, il a beaucoup subi durant son enfance parce qu'on était à l'époque majoritaire, très déterminés aussi à prendre notre place.
Mais ça n'a pas été évident, je te dirais. Ça n'a vraiment pas été évident parce que moi, mes parents ont reçu une éducation très, 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 très stricte. Et la double culture aussi dans les années 80 a eu un impact aussi sur ma propre identité. Et j'ai eu cette chance, ce pouvoir que Dieu m'a donné à l'époque, c'est que je courais très vite. J'ai fait 10 ans d'athlétisme. D'accord. Et ça m'a donné des valeurs extraordinaires en termes de détermination, motivation. Et ça m'a permis d'une certaine forme de m'affranchir et de continuer en fait à ce que je fais actuellement. Mais cette notion de pouvoir a évolué avec le temps. J'ai su l'utiliser au bon moment, comme une petite baguette magique, pour mettre à profit et pour atteindre mes objectifs, auxquels j'en suis très fière même d'ailleurs. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Et on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que toi, tu as eu à sacrifier quelque chose, que ce soit en fondant cette association, que ce soit dans ton parcours, dans ton espace personnel ou professionnel? Alors j'ai toujours vu le sacrifice comme une forme de bénédiction. Parce que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de... Quand on regarde la racine, pour moi, ça a toujours été quelque chose de sacré. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose de bénéfique, de faire ce que j'ai toujours aimé faire. Mais je te dirais, tout comme le pouvoir évolue avec le temps, qu'actuellement, je trouve ça difficile justement d'atteindre des objectifs parce que au fur et à mesure, parfois on se fatigue, on s'épuise. Et moi, j'ai toujours été dans ce rapport de force. Quand on entend le pouvoir aussi, il y a cette notion de force et de rapport. Ouais. De mon plus jeune âge, je pense de l'âge de 8 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 35 ans, j'ai toujours été en dualité perpétuelle, aussi bien au niveau politique, parce que avec le gouvernement, les différents gouvernements en France qui ont eu un impact direct aussi sur notre éducation, aussi bien au niveau institutionnel, social, familial. Là, j'ai tendance un peu à m'essouffler et je m'aperçois que s'il y avait un mot concernant le sacrifice, ça serait ma famille, bien évidemment, parce que pour trouver cette forme de liberté aussi, je suis venue, ça fait 7 ans que j'habite ici, 7 ans avec ma valise, mes papiers, mon travail, mais sans ma famille. Et ça, je trouve que c'est difficile aussi. Ouais. C'est extrêmement difficile et ça a un impact direct avec ce que je fais aussi au sein de l'association, parce que j'ai essayé et j'essaye de créer un lien social et familial que j'ai perdu, même si ce n'est pas perdu, mais c'est cette forme aussi de solidarité que j'essaye de réaliser à travers toutes les personnes qui m'entourent sur le projet de mon association. Très bien. Est-ce que du coup, dans le cadre de l'association, il y a des sujets tabous que vous abordez pas ou finalement c'est vraiment l'espace où les femmes peuvent venir parler de toutes les choses qu'elles ne peuvent pas ailleurs? Alors, il n'y a aucun sujet tabou. À partir du moment où j'ai décidé de créer cette association, il faut dire, Carole, que c'est difficile de parler de son intimité. Ah oui, j'imagine. Et là, je parle aussi de la femme noire, parce que tu sais, même nous, parler de sexualité, ça a toujours été un rapport de l'acte sexuel, hormis que non. Parler de gynécologue, on voyait toujours aussi, bon tiens, est-ce que ma fille a rencontré un garçon? C'est quand même un sujet encore très tabou chez nous les femmes noires, où on pense toujours que s'il faut aller consulter, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas très bien. C'est ça, ou qu'on a besoin de la pilule, ou qu'on a eu des rapports non protégés, mais on ne pense jamais à l'aspect maladie en fait. Et prévention. Et prévention totalement. Donc oui, il y a des sujets tabous parce que ça va toucher même ça va toucher l'aspect même de notre féminité à travers l'utérus, l'enfance. Et ça va aussi réveiller des douleurs, hein, parce qu'on parle souvent de la santé physique, mais avant la santé physique, il y a aussi la santé mentale, émotionnelle. Donc, est-ce qu'on a besoin de parler de ces choses-là à des personnes qu'on ne connaît pas? C'est difficile. C'est vraiment difficile à faire, mais
il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on change les choses et c'est comme ça qu'on brise aussi les tabous. Quel est le premier conseil que vous donnez aux femmes qui franchissent le seuil de votre association? Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Est-ce qu'il y a un premier réflexe à faire quand je découvre, on m'apprend que j'ai un utérus fibromateux? Alors, ce qui est important, au-delà de l'information, c'est le réseau. Et c'est le soutien et c'est aussi le témoignage. Parce qu'il y a toujours une personne qui vit la même situation qu'une autre personne. Et à travers, justement, les échanges, on peut apprendre aussi « Ah bah tiens, toi, tu as eu ça, bah, je te conseillerais ça parce que moi, j'ai fait ça. » Ça, c'est super important, la solidarité féminine, parce que, justement, ça permet de donner des éléments de réponse qu'on n'aura pas spécialement à travers le médecin, à travers nos lectures. C'est vraiment le vécu des personnes qui est mis en avant et c'est pour ça que justement on privilégie beaucoup le réseau entre les femmes justement. Parce que toute cette question de solidarité féminine, est-ce que c'est une réalité? Très bonne question. Alors je te dirais que oui. Ça existe, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que il faut déjà connaître le problème. Il faut déjà connaître le problème. Et on est dans une société, il faut pas se cacher que à partir du moment où ça m'atteint, je pourrais défendre cette cause. Et chacun prêche en fait devant sa porte aussi là, parce que quand un problème ne nous touche pas, on ne se sent pas spécialement concerné. Ou sinon on se sent concerné à distance. Il n'y a que les Français qui se sentent concernés par plusieurs problèmes à la fois, mais ça fait aussi leur force aussi là. Mais justement, parfois, et malheureusement, quand on ne se sent pas concerné, on a du mal à agir ou à défendre une cause. Mais là, il faut faire preuve d'empathie et il faut se mettre aussi à la place des autres en se disant « mais si moi ça m'arrive, qu'est-ce que je ferais ?» Et ça peut toujours arriver parce qu'en tant que femme, nul n'est à l'abri, ou même en tant que personne, nul n'est à l'abri d'un cancer, de fibrome aussi. Toutes les maladies, en fait, exercent aussi une forme de pouvoir, si je peux dire, un pouvoir médical quand on s'unit et quand on devient solidaire entre nous. Totalement, et ça me fait penser que cette semaine, j'ai été justement la semaine passée, j'avais été soutenir l'association Action Cancer du Sein pour tout simplement en apprendre sur la maladie et soutenir aussi les femmes à travers cette action. C'est ça aussi cette forme de solidarité, nous aider entre nous. Est-ce que vous avez eu l'occasion avec les femmes qui viennent dans votre association de parler de comment aller vers d'autres communautés, comment partager cette information qui est capitale et qui en même temps reste très secret parce que comme vous disiez tout à l'heure, ça touche l'intimité, donc on n'ose pas en parler. Quelle stratégie vous avez mis en place pour que ça devienne quelque chose qui soit beaucoup plus vulgarisé? Alors depuis le mois de mai, on organise des conférences mensuelles, une fois par mois justement, pour obtenir une place où les femmes peuvent venir pour s'informer. Échanger, réseauter. Et c'est le bon moment, en fait, justement, de rencontrer la femme et qu'elle puisse nous parler de tous les sujets qu'elle veut, aussi bien au niveau de sa sexualité que de son corps, que de ses problèmes de médicaments. Pour moi, il était important de trouver un espace d'échange au-delà des réseaux sociaux. J'avais commencé mon initiative à travers un blog, à travers un réseau, parce que j'étais seule ici et j'avais besoin de rencontrer d'autres femmes comme moi. Et j'ai créé l'association justement pour toucher les gens, pour ressentir aussi toutes les émotions qu'elles vivent et de les aider directement et concrètement. On est tellement dans une époque où la médiatisation, les réseaux sociaux font en sorte que finalement on a tendance à s'éloigner des gens. Tout à fait. Et j'avais besoin de les toucher, de créer ce type d'activité justement pour briser l'isolement social aussi. En préparant cette rencontre, vous m'avez parlé aussi de l'importance de l'immigration, la part de l'immigration dans le besoin de créer quelque chose, de
à la limite, je dirais, de recréer une autre forme de famille. Quelle part, justement, l'immigration, le sentiment d'isolement, c'est même pas un sentiment, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est beaucoup plus que ça. Très important, très important. Mais oui, effectivement, alors moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Je suis arrivée en santé, pleine d'énergie, sans ma famille. Je me suis dit j'avais juste besoin de Dieu. Mais parfois, Dieu nous fait vivre des épreuves loin de notre famille. Et là, on se pose des questions. Parce que je connais beaucoup de personnes, dans mon cas, et je ne suis pas la seule, à migrer seule. Ça veut dire sans chien, sans chat, sans papa, sans maman, sans mari, sans enfant. Alors on pense toujours que c'est facile, mais quand on tombe malade, alors là, je pense, et ça je le souhaite à personne, de tomber malade loin de ses proches. Et là on se dit, mais vers qui nous tourner ? Et moi ça a eu beaucoup d'influences, aussi bien positives que négatives, parce que j'avais touché le fond un peu. J'avais touché le fond, hospitalisée dans un hôpital, travaillant dans l'hôpital en tant que patiente, dans un hôpital en tant que patiente. Il est très 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 difficile de s'accrocher à des choses et j'avais besoin de m'accrocher à des personnes. Heureusement, j'avais un réseau d'amis très important, mais là on les compte après sur les doigts de la main. Mais ça a été une bonne leçon de vie et je trouve qu'il est important aussi dans le domaine de la santé, de créer cette communauté aussi. Ouais. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on parle, parce que je trouve que la question de l'immigration, on en parle juste comme je décide je prends ma valise, je pars, mais il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Il y a tous ces paramètres-là et ça me fait penser qu'il y a une chercheure, Assunta Nguema, qui avait fait l'an passé un projet de recherche sur les femmes atteintes de fibrome utérin, les femmes immigrées atteintes de fibrome utérin. Elle a pu justement présenter ses résultats lors d'un colloque qu'on avait organisé l'année dernière. Elle a pu aussi l'an passé présenter les résultats en France lors du congrès international des infirmiers et des infirmières. Et elle veut aussi monter un projet de recherche au Rwanda et en Côte d'Ivoire, justement. Parce que l'immigration vient avec beaucoup d'aspects émotionnels, psychologiques, sociaux, qui n'est pas prescrit sur un médicament. Est-ce qu'il y a une particularité chez la femme immigrée qu'on ne trouve pas chez l'homme immigré ? Est-ce que vous avez identifié quelque chose qui est spécifique aux femmes ? Très bonne question. Là, ça vient chercher en fait tout l'aspect de la gestion du stress aussi. Vous savez, nous, on a tendance parfois à verbaliser certaines choses plus facilement ou à se taire sur des problèmes aussi. Dans la santé, un homme et une femme, on ne peut pas parler d'égalité parce qu'on n'est pas du tout fait de la même manière. Ouais. Totalement. Vous savez, les infarctus, par exemple, moi qui travaille en cardiologie, vont toucher les hommes beaucoup plus tôt que les femmes parce que les femmes, nous, on sera protégées par nos hormones. Donc, il y a des maladies spécifiques à l'homme comme des maladies spécifiques à la femme. Après, la différence, c'est comment on va gérer ça et comment on va le traiter. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, quelque chose qui illustre vos propos, votre engagement ou votre personnalité ? Au niveau de ma personnalité, je vous dirais que il ne faut jamais se fier au sourire d'une femme parce qu'il peut cacher parfois une force qu'on a tendance à négliger ou à minimiser. Moi, mon sourire est ma force, mais derrière un sourire, il peut y avoir les plus grandes souffrances aussi. Donc, et ça, c'est pas évident, surtout que nous, on nous impose de codes où il faut toujours bien paraître, toujours bien maquillé, toujours bien coiffé, mais derrière, quand on rentre à la maison, parfois tout s'écroule. Donc ça, c'est ma force. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, qu'est-ce que vous changeriez? Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je pense que ça toucherait l'éducation. De par mon expérience, de par mon parcours, aussi bien professionnel que personnel, je pense que c'est la clé justement d'enseigner aux enfants à prendre leurs valeurs en tant que femme ou en tant qu'homme dans cette société. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater à travers mes voyages. J'ai pas mal voyagé aussi en Haïti, en Égypte, en Afrique de l'Ouest, qui m'a permis justement de me dire si j'avais à changer le monde, ça commencerait par l'éducation. L'éducation. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je serais une souris.
Et pourquoi? Plus jeune, on se moquait souvent de moi parce que je riais comme une souris, je ne parlais jamais, j'étais très discrète. Mais la souris, c'est un petit animal très futé, intelligent et rapide. En plus, les gens ont peur parfois des souris. Moi, j'en ai peur. Moi, j'en ai pas peur. Donc, je serai petite et je serai très rapide comme une souris. Très bien. Si une petite fille regarde cet entretien et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Aïssatou Sidibé », vous lui diriez quoi? Je lui dirais « Est-ce que tu en es sûre ?» Parce que je réfléchis à 2 fois. Mais je lui dirais de s'armer de patience, de persévérance et de toujours croire en sa valeur. Voilà. C'est ça. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, j'avais beaucoup de choses à apporter, mais je me suis arrêtée sur 2 choses. Alors, déjà, ce beau tableau de Léona Carty, qui représente la puissance et le pouvoir de la femme africaine. Parce que pour savoir où on le va, il faut toujours connaître d'où l'on vient. C'est un tableau qui est juste dans ma maison, dans mon appartement, que je regarde tout le temps avec le sourire. Je trouve que ça me représente bien. Et une autre photo de ma maman et moi. Parce que quand je regarde cette photo, je me dis toujours, Aïssatou, tu te rappelles quand tu étais toute petite, toute l'énergie et la force que j'avais, il faut continuer. Parfois aussi, c'est bien de regarder le passé pour voir justement comment préparer le futur. Et surtout tout le chemin qu'on a parcouru aussi, parce que c'est quand même... Et le chemin, effectivement, qu'on a parcouru, totalement. Notre émission touche déjà à sa fin, Aïssatou. Je retiens de notre entretien la force, la puissance, la capacité d'adaptation, le réseau et surtout la solidarité féminine. La solidarité féminine et aussi les valeurs et les difficultés liées à l'immigration et aussi à sa capacité de s'intégrer. Totalement. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci à toi. Et j'invite en effet toutes les femmes qui ont ce genre de problème de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide parce que sinon, elles vont garder ça pour elles toutes seules et c'est très difficile à porter. C'est très difficile. On a créé justement le premier site internet sur le fibrome utérin au Québec. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant visiter notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir ou en nous soutenant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur LinkedIn. Je vous dis à très bientôt.